Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Le grand perdant de cette 36e journée de Ligue 1 s'appelle l'OM. Les Phocéens se sont inclinés sur la pelouse de Lille. Ils comptent désormais 5 points de retard sur le RC Lens. Les carottes sont cuites, visiblement. On mérite la défaite, a réagi après le match Valentin Rongier, le capitaine de l'OM, qui s'était exprimé avant le match sur le bilan à venir de la saison. On l'écoute. Et je reviens sur ce que j'ai dit, on a fait vibrer le public et ça c'était très important. Maintenant il y a des choses qui sont dures à avaler, comme la Coupe de France ou encore l'élimination en Coupe d'Europe. C'est pour ça que c'est pas une saison parfaite, mais en tout cas oui, la 3e place, si on regarde notre effectif et notre ambition qui est très grande, c'est un échec. La 3e place serait un échec pour l'OM. Nos 2 chroniqueurs du soir ne sont pas d'accord. C'est l'heure du Classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Benjamin, tu es d'accord avec l'ancien Nantais. David, tu penses au contraire que dans tous les cas, cette saison olympienne est une énorme réussite. Vous avez 30 secondes chacun et c'est Daniel Riolo qui tranchera entre vous deux. Benjamin, écoute, comme l'a fait remarquer David, j'ai des petites notes devant moi et j'ai ouvert la Provence, ce qui m'arrive pas tous les jours, et j'ai noté un titre récent, OM 2 points, les limites de la méthode Tudor, qui à mon avis caractérise bien, illustre bien effectivement la déception qu'on peut ressentir. L'OM étant le 2e budget de Ligue 1, t'as investi énormément, t'as une balance des transferts qui est déficitaire à hauteur de 100 millions, t'as fait un investissement très fort avec Vitinha et plusieurs trentaines de millions où clairement c'est un échec, et malgré tous ces investissements, effectivement t'as cette 3e place qui arrive, mais t'as des déceptions, notamment parce que t'as raté les matchs contre les gros, t'as raté les matchs contre Paris, t'as raté les matchs contre Lens et t'as raté le match contre Lille, éliminé de la Ligue des Champions, éliminé de la Coupe de France contre Annecy. Tu n'avais que 30 secondes, Benjamin. J'en suis à combien là? Des crispations avec Tudor, des choix compliqués, ça va, j'ai entendu. David, et donc, à toi. déception. David. Moi, j'aurais pas besoin. J'ai juste faire un tout petit peu d'archéologie pour prouver en fait que Tudor a plus que dépassé les attentes. Tudor arrive en juillet, début juillet, en rupture avec Sampaoli qui part de façon complètement inattendue. Il a un jeu complètement différent, direct, marquage individuel sur tout le terrain. C'est-à-dire que tout est à refaire. Début août, il y a une espèce de fronde des joueurs. Après un match perdu contre Milan que Tudor voulait repousser, il estimait son équipe pas prête. Il y a une fronde des joueurs. Longoria soutient Tudor. Et au final, c'est le duo Tudor-Longoria qui permet, de par leur insistance, de par le fait d'avoir mis fin à la République des joueurs, de finir sur le podium. Daniel Tu le Riolo, coupes pas lui, hein? Daniel Riolo, ton avis sur la question? Plutôt une bonne saison pour l'OM? C'était pas la question, pardon. C'est en fait pour moi c'est pas un échec total et c'est pas une réussite totale. C'est surtout que cette 3e place, on saura ce qu'elle vaut fin août après le tour préliminaire. Si l'OM retourne en Ligue des Champions et donc pour la 2e année de suite ils vont dans les phases de poule, moi à ce moment-là et rétroactivement je parlerai de réussite. Parce que c'est ça qui est important, notamment pour les finances du club et pour valider le travail de Tudor. Si l'OM on dit que la saison de l'OM est un échec, ça veut dire que cette année, en Ligue 1, il n'y a qu'une seule équipe qui a réussi sa saison. Lens. C'est tout. Toutes les autres équipes sont en situation d'échec. Moi, je sais pas s'il faut qu'on voit le foot uniquement à travers les chiffres, je ne sais pas. L'OM de cette année a déjà, à encore 2 matchs de la fin, fait plus de points que celui de Sampaoli qui a fait 2 l'année dernière. Lens a fait une saison stratosphérique. Bon, voilà. Mais l'OM, à ce jour, a déjà plus de points que l'OM de l'année dernière à la fin de la saison. Donc malgré l'échec en Coupe de France, globalement, la balance reste positive. L'échec en Coupe de France, il est marqué parce que tu perds contre une petite équipe. Donc évidemment, ça, c'est un échec. Tu as eu un échec en Coupe de France. En championnat, encore une fois, le bilan point, il est plus élevé que celui de l'année dernière. Le problème de l'OM ces dernières années, ça a plutôt été de changer régulièrement d'entraîneur, de joueur. Et il faudrait qu'il y ait une sorte de continuité pour qu'on puisse juger du travail de Tudor, que l'OM s'inscrive dans la durée sur un projet. Pour l'instant, on a l'impression que c'est Longoria le projet. Si Tudor ne reste pas en plus l'année prochaine, il va falloir encore recommencer. Je sais pas quelle sera la décision, mais encore une fois, fin août, le tour préliminaire, qui est très dur pour les clubs français. Déjà, il faut voir si l'OM fait partie des têtes de série.
S'ils sortent de ce tour préliminaire et ils vont en phase de poule, pour moi, la saison aura été réussie. C'est à ce moment-là que je le dirais. Cet après-midi, Eric Dimeco, à propos de la gestion du cas Payet, estimait sur RMC que Tudor devrait faire des progrès à l'avenir dans la gestion humaine. Tu penses également la même chose, Daniel ? Eric, il a pas, enfin, en tout cas, il était d'accord pour dire que Payet s'était mal comporté. Donc, Tudor sur la gestion humaine, je ne sais pas à quel niveau il parlait de ça, Eric, parce qu'il ne défendait pas du tout Payet par ailleurs. Et je pense que Payet est difficilement défendable sur cette histoire. Difficilement. Au début, quand j'ai vu qu'il était absent, j'ai eu une sorte de sentiment justement qui m'a poussé à me dire qu'est-ce qu'il est rude quand même l'autre, qu'est-ce qu'il est dur et tout. Il reste 3 matchs dans le contexte là où il faudrait ressouder tout le monde. Et Tudor avait annoncé la veille qu'il allait jouer 60 minutes à peu près. Voilà, après. Que c'est probablement le dernier match de Payet. Est-ce que c'est utile à ce moment-là de faire preuve d'autant de rigueur ? Ça a été ma première impression. Après, j'ai un peu réfléchi, je me suis également un petit peu renseigné sur ce qui s'est passé. Parce que c'est bien d'avoir des sentiments, mais c'est bien également de savoir ce qui s'est réellement passé. Et effectivement, on a le droit aussi de se demander pourquoi le gars qui est le capitaine de cette équipe, qui est donc le leader moral et qui a envie de bien terminer la saison pour emmener l'OM à la 2e place, qu'est-ce qui lui prend de décider sur un entraîneur à 2 jours de match, parce qu'il apprend qu'il ne sera pas titulaire, de marcher à l'entraînement et de faire preuve d'une attitude pas conforme ? Qu'est-ce qui lui prend de faire ça ? Pourquoi il se comporte de cette façon ? Pourquoi il se comporte et en plus, après que Tudor lui ait dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous marchez, parce qu'il y avait lui et Tavares, il continue à marcher. Et donc il se fait renvoyer au vestiaire. Pourquoi il en est arrivé à ça ? Il n'a pas été titulaire cette année, donc il serait rentré, il aurait continué à être le remplaçant, peut-être même sauveur à Lille ou je ne sais quoi. Et l'autre aspect, c'était peut-être son dernier match. C'était peut-être son dernier match, donc argument un peu affectif. Il ne fallait pas lui faire du mal parce que c'est son dernier match. Et là, pareil, en réfléchissant, en me renseignant, j'ai dit, mais pourquoi c'était son dernier match à Payet ? Pourquoi c'était son dernier match à Payet ? Je vous pose la question parce que sur le coup, j'ai pas tout de suite percuté. Pourquoi c'était son dernier match contre Lille ? Pour cette claque. Sur cette claque à Usac. Donc il est doublement responsable. Bien sûr. C'est le capitaine de l'équipe. C'est le gars qui doit montrer l'exemple. On a fait tout un foin sur le dernier match de Payet. Mais il s'est mis lui-même dans la peau du mec qui devait jouer son dernier match alors qu'il en reste 2 derrière. Parce que dans une fin de match houleuse, il a trouvé malin d'aller mettre une claque à un mec. Et il a pris 3 matchs de suspension. L'OM a contesté la sanction justement pour essayer de peut-être lui laisser encore un peu de temps. L'OM a fait son taf en défendant son capitaine, son joueur, ouais. En protégeant le joueur, on est bien d'accord. Mais il s'est mis lui-même dans cette situation. Alors après, ça a joué sur l'affect. Et d'ailleurs, moi, ma première réaction, ça a été l'affect. Ça a été, putain, merde, le pauvre Payet et tout. Hein. Mais après coup, si tu veux construire un club et tu veux imprimer une autorité, une marche à suivre, tu dois donner l'exemple à tout le monde. Déjà, ça, c'est une erreur très grave, ce qu'il a fait à Lens. Et la deuxième, c'est j'apprends que je suis pas titulaire. Non mais et je fais la gueule et je marche à l'entraînement. Dis-toi, Daniel, que Payet veut devenir directeur sportif de ce club. Donc il veut représenter cette institution qu'il a mis 2 fois en danger, comme tu l'as dit. La saison de Payet, il faut quand même rappeler qu'au mois d'août, il a plus ou moins essayé de faire virer Tudor. Enfin, c'est pour quelqu'un qui veut être directeur sportif, qui se veut leader de vestiaire. Et c'est quelqu'un, il croit à Marseille, qui sera un joueur. Sans parler de. C'est contractuel. Mais c'est contractuel. Oui, mais c'est quelque chose que tu as signé il y a quelques temps. Aujourd'hui, tu ne vois pas directeur sportif. Et je pense que le fait qu'il soit écarté, c'est pas. Il va finir en MLS. Écarté, c'est pas non plus. Je pense que Longoria a un vrai dossier contractuel en fait à gérer. Du fait que est-ce que Payet, en tant que joueur, en tant que dirigeant, en tant que quoi que ce soit ambassadeur, ce qui fait partie, ce qu'on a envie qu'il fasse partie. Au moment où on lui a donné cette fameuse prolongation, les 4 ans avec ce gros salaire, et on en a fait tout à l'heure, tu disais un peu l'étendard, la vedette du projet McCourt, Hérault, machin. Est-ce que depuis, il a réellement répondu aux attentes ? Quand il y a une compétition internationale à jouer en fin d'année, ouais.
Ça reste quand même décevant par rapport à son salaire, Daniel, à ce qu'il il est touche et à ce qu'il parti est. en mauvais termes d'absolument partout. Il a prolongé à West Ham, il a touché ce qu'on appelle une prime de loyauté à West Ham C'est vrai. pour faire grève 2 mois après, en prétextant que le club l'avait pas mis dans les meilleures dispositions, alors C'est qu'il vrai. est meneur de jeu et maître à Il laissera jouer. une belle trace à l'OM, ça c'est incontestable. Et puis, Non il va rester dans les joueurs importants, effectivement, parce que les gens l'aiment. Et l'affect, c'est également important. Mais nous, on doit également essayer d'aller au-delà de l'affect pour voir ce qui s'est passé. J'arrête pas d'entendre toutes les semaines, ouais, mais Payet, avec sa qualité technique, sur la dernière demi-heure. Eh ben, prenons les dernières demi-heures où il est rentré, ou même les matchs qu'il a commencé cette année. Contre Francfort, il est fantomatique. Contre Annecy, il est fantomatique. En fait, là... Et il n'a pas apporté... il y a une bronca médiatique parce que justement... La fameuse touche technique des 30 dernières minutes qu'on n'arrête pas de nous survendre, quand elle est intervenue, bah là, oui. Les deux dernières rencontres. Les deux dernières rencontres. Est-ce qu'il n'avait pas besoin de répéter les matchs pour pouvoir... Mais il faut gagner la place à l'entraînement. Il faut gagner sa place à l'entraînement. Non, mais surtout que Tudor, il vient de la Juve des années 90. Il vient de la Juve de Lippi, de la Juve de Capello, où la rigueur est érigée en vertu cardinale. Vous vous rendez compte, quand il voit à l'entraînement le quatrième latéral gauche d'Arsenal et un type qui a 30 minutes dans les jambes et qui n'a pas été performant de la saison, marcher avant un match capital? Non mais attendez, à un moment, il faut prendre un peu de recul et se dire que on peut pas. À Marseille, ils aiment dire que c'est une institution, que le club est au-dessus de tout. On peut pas répéter à longueur de semaine que le club est une institution et quand celui qui veut devenir directeur sportif, celui qui est la direction soutient Tudor, il n'y a pas eu de contestation de cette décision concernant Payet. Écoute, moi j'ai lu des réactions qui disent ah oui mais il est pas assez flexible dans son management, il est même trop machiste, il est trop autoritaire, c'était le dernier match de Payet, il aurait pu nous apporter. Après il y a peut-être des choses à dire aussi sur le management de Tudor, c'est vrai, on parlait tout à l'heure de Franck Hez et du sourire. C'est vrai que Tudor, parfois, tu peux faire, dans la rigueur, tu peux vouloir de l'exigence chaque minute de ton entraînement, de tes matchs. Tu peux aussi le faire avec un aspect un peu moins militaire, en étant peut-être un peu moins rigoureux, en souriant, en mettant un petit peu de bonne humeur. Cette équipe de l'OM, parfois, je trouve, elle a manqué un peu de bonne humeur dans ses matchs. Tu vois, elle avance, elle met du pressing, elle veut toujours être protagoniste, c'est très bien. Mais après, est-ce que c'est pas lié aussi aux circonstances de l'arrivée de Tudor? Il arrive, il est directement contesté, il est un peu moqué. Je pense que ça, il est un peu tendu, ça, il le sait. Ça a dû jouer, ouais. Je pense que Tudor son autorité peut-être dans les premières semaines. Moi, je pense que si Alexis performe autant à l'OM, c'est qu'ils se ressemblent énormément avec Tudor. C'est des mecs qui sont pas vraiment là pour l'affect, mais qui sont là pour faire le boulot. Ils le font parfaitement. Daniel, dans ton nouveau livre KO Football Club, tu reviens notamment sur les coulisses du recrutement à Marseille. Quel est le rôle que justement la société Bay Soccer, dont tu parles beaucoup, dans l'arrivée de Pablo Longoria d'abord et ensuite dans les engagements de certains joueurs auprès de c'est une cette structure. société dans laquelle il bossait, et quand on a mandaté des chasseurs de tête pour trouver un directeur sportif, on est tombé sur Pablo Longoria de cette façon. Et c'est plutôt une très bonne pioche pour l'OM. C'est un président qui est parfaitement compétent, qui connaît le foot, qui en parle très bien. Je pense que l'OM est très content d'avoir Pablo Longoria, notamment après le passage de Jacques-Henri Hérault. McCourt doit également être satisfait, parce que lui, qui de toute façon ne se mêle pas au quotidien des affaires du club, qui est très très loin et qui a juste mis l'argent et puis qui dit non, vous me gérez cet argent en attendant de vendre un jour à quelqu'un. Parce que je vois pas bien ce qui peut retenir McCourt à l'OM. À un moment, il va forcément vendre. Il y avait des projets immobiliers en plus à côté. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ça a débouché sur quoi que ce soit. Donc forcément, quand il n'y a aucune raison pour que tu sois quelque part dans le business, c'est que tu mets en vente et que tu vas en partir, forcément. Donc ils sont tombés sur un bon directeur sportif. Franchement, je pense que ça a changé un peu la face de l'OM depuis qu'il est là. Et après, on en parle pour l'autre aspect, c'est que le fait qu'il vienne d'une agence de joueurs importante lui donne parfois l'envie de dire à certains joueurs si vous intégrez cette agence, c'est plutôt une bonne idée. Donc c'est le cas notamment de Valentin Rongier, qui a intégré l'agence, qui a quitté son agent historique qui était Franck Bellassem pour aller dans cette agence-là. Après, les joueurs sont libres. Mais le sort par exemple d'un Bamba Dieng ou d'un Camara, qui on espérait beaucoup plus longtemps à Marseille, sont... comme tu expliques dans le livre, lié à cette volonté de leur faire intégrer cette structure. Exactement, ouais, et au refus de certains joueurs. C'est pas la première fois, ça peut arriver, ce genre de choses dans le foot, c'est même assez fréquent. Là, clairement, on a moyennement apprécié le refus des joueurs de rester avec leurs agents historiques et de ne pas avoir voulu intégrer cette structure.
Benjamin, tu voulais interroger Daniel sur la question des agents, qui est une des autres parties importantes du livre, avec les anciens qui font face à l'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs, notamment les avocats. C'est sur ce point que tu voulais interroger Daniel Riolo. Ouais, j'ai lu avec attention, Daniel, le passage du livre sur ce sujet, et j'avais écouté également le débat que vous aviez eu avec Franck Bellassène et Badou Sambagué en plateau sur ce sujet. Et pendant cet échange, j'avais l'impression que vous considériez, quand je dis vous, c'est l'ensemble des personnes qui étaient présentes, sauf évidemment Badou Sambagué, que les agents sportifs étaient eux plus garants de sécurité juridique que ne pouvaient l'être les avocats dans les opérations. J'avais l'impression que vous réduisiez un peu l'intervention des avocats dans ce secteur à des personnes qui permettent à des faux agents de venir travailler. Parce que ça a souvent été le cas. Après, nous, ce qu'on ne sait pas, et bon, d'ailleurs, au final, il y a quand même eu une décision de justice importante. La Cour de cassation très importante. La Cour de cassation s'est prononcée. Effectivement, il est quand même arrivé souvent que ça couvre l'exercice illégal de la profession d'agent. Ça, c'est un fait. Et beaucoup des confrères, en l'occurrence, ils ne sont pas confrères puisqu'ils sont agents, beaucoup d'agents reprochent à la personne et à l'avocat qui était en plateau ce soir-là avec nous, justement une sorte de mélange des genres. Parce que si l'avocat, il est là uniquement pour gérer l'administratif, c'est une chose. Mais si l'avocat se met lui aussi à négocier le prix, négocier le transfert, entrer en contact avec le club et tout, là on est dans l'exercice illégal de la profession d'agent. Pour le coup, c'est là où je suis pas vraiment d'accord. La négociation, moi je suis avocat pour le coup, et la négociation d'un contrat, c'est vraiment le cœur de notre job, d'assister notre client. Pas de démarcher le joueur. Ça non, ça t'as tout à fait raison. Mais c'est souvent ça qui se passe. Voilà, ce qui est interdit, c'est... Le problème, c'est la frontière. C'est l'intermédiation. Exactement. Et quand t'as, par exemple, on va dire David ou moi, on est notre cousin et il est fort, on veut pas passer par un agent, et au foot il est fort, et on va voir l'avocat. L'avocat, si c'est juste pour qu'il signe les papiers, ok, très bien. Mbappé fonctionne comme ça. Ouais. Mais si en revanche l'avocat est de mèche avec les faux agents, que comme eux sont incapables de s'exprimer correctement ou ne sont là que pour gratter sur le dos du joueur, ils se servent de l'avocat et de son costume pour aller dans le bureau, pour démarcher un joueur, pour faire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. On est dans une concurrence déloyale par rapport aux agents qui sont estampillés et licenciés. Et là, on entre dans le conflit qui a été réglé par la justice. D'ailleurs, c'est pas nous qui le réglons. Mais pour le coup, quand tu évoques la collaboration entre les avocats et les faux agents, concrètement, je n'arrive même pas à voir comment ça fonctionne. Encore une fois, je suis avocat, tu es lié par... Parce que tu connais pas les avocats véreux. Non, j'en suis pas un, mais j'en vois quand même. Non, mais pour le coup, tu es lié par une déontologie très forte. Notre comptabilité est scrutée à la loupe. Mais vous payez pas les mêmes charges qu'un agent. Mais nous, on paye des charges. Mais non, mais tu paieras pas les charges que paye l'agent sur tout son travail. Vous n'allez pas être traité de la même façon. Mais bien sûr, mais tu réalises les charges que paye un avocat sur 100, il te reste 45 une fois que tu as payé tes charges sociales et tes impôts. Et encore une fois, ta comptabilité et tes déclarations fiscales sont scrutées. On est membre d'associations agréées, comptables, etc. Je te donnerai le numéro de téléphone des agents, tu iras t'expliquer avec eux sur pourquoi. En même temps, c'est pas moi qui vais te dire d'aller lire la décision. Pourquoi non, mais ça, c'est autre chose. La Cour de cassation ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste que. Pourquoi ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Alors, sur quoi elle s'est prononcée, la Cour de cassation? La Cour de cassation, elle s'est prononcée sur le fait qu'effectivement, il ne doit pas y avoir de mélange des genres dans l'activité. Un avocat assiste un client pour la négociation, la rédaction d'un contrat, et l'agent, lui, fait cette mise en relation de personnes en vue de la conclusion du contrat. Mais c'est tout ce que dit l'arrêt. Pour le coup, oui, mais chacun chez soi. Mais je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est le mélange des genres. La frontière, elle est trop floue, et ce mélange des genres entre cet avocat qui, d'un coup, va vouloir se transformer en agent, va faire que, à mon sens, on tombe dans une forme de... Mais le schéma, juste pour dire, le schéma que tu évoques n'est possible qu'avec un avocat véreux. Parce qu'avec un avocat normal qui respecte sa déontologie, c'est impossible. Tu ne peux pas rétrocéder d'honoraires à quelqu'un qui n'est pas d'avocat. Pour qu'on en arrive jusqu'à la Cour de cassation. Daniel, à côté de ce livre, vous publiez avec Gilbert Bribois le nouveau numéro de l'Afterfoot, la revue. Ouais. Un numéro consacré à la trahison dans le foot. On va écouter un extrait d'un documentaire de Netflix qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, consacré au cas Figo. Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Existiu pré-contrato? Existiu, sim. Liguei para o Luís Figo. Luís, posso assinar? Mentira. Tu traduis? Là, vous avez compris à peu près l'essentiel. Donc pour le transfert vers le Real Madrid de Luis Figo, c'est Ronaldo qui est à la une de la revue. La plus grande trahison entre les deux. Donc dans les deux cas, c'est vers le Real Madrid. C'est Figo, incontestablement. Ronaldo, on l'a mis parce que, en fait, lui, il a transcendé tous les affects et les amours de club. C'est une sorte de VRP du foot. Le mec a pu passer du Barça au Real, de l'Inter à Milan, et il a fait la même au Brésil.
sans laisser l'impression qu'il était attaché à quoi que ce soit. D'ailleurs, je pense que Ronaldo restera plus un joueur de la Seleção. Et comment ça a été ressenti par les supporters si vous devez le comparer à Figo? Pardon? Cette trahison, entre guillemets, comment ça a été ressenti par les supporters des clubs? Ronaldo, c'était... Déjà, elle n'est pas simultanée, Ronaldo. Il y a eu d'autres clubs, exactement. En fait. Et ça n'a pas été... Il y a un autre joueur qui a transcendé ça aussi, c'est Baggio. Baggio, en Italie, il a fait les 3 clubs. Et il a même ajouté il a fait ce qui était le pire, c'est la Fiorentina pour la Juve. Ça, c'était le pire chemin. Et le gars a réussi malgré tout à se faire aimer par tout le pays et à ne pas garder cette image de traître. Donc tu as ceux qui restent avec le tampon et tu as ceux qui arrivent à ne pas l'avoir. Alors il y en a d'autres, hein. Sol Campbell, c'est une énorme trahison. C'est une énorme trahison. On en a à notre petit degré du PSG, nous, avec les fameux Deus Fiores des années 2000. J'ai vomi. Il y a Luis Enrique aussi, qui a été considéré comme un traître pendant très longtemps. Luis Enrique est terrible, mais le cas le plus emblématique, c'est Figo, et le doc Netflix, il est extraordinaire, le doc. Incroyable, il est fantastique, parce que il y a la politique d'un président qui axe tout son recrutement, et pas tout son recrutement, pardon, toute sa candidature à la présidence d'un club sur le fait qu'il va réussir à faire venir dans ses bagages Figo. C'est fabuleux. Le cas Figo est fantastique, avec l'agent qui va à tout prix prendre le chèque. Et généralement, aussi qui généralement les trahisons, le gars qui trahit, derrière ça se passe pas toujours très très bien pour lui. Figo, j'aurais aimé, parce que après que j'ai vu le doc, j'aime pas moi ces trucs-là, je pense qu'il y a aucun amateur de foot qui aime ce genre de trahison. J'aurais presque aimé que derrière sa carrière soit moins bien, mais derrière elle est quand même pas mal, la carrière de Figo, parce qu'au Real ça marche encore, et donc il a trahi en étant, en tout cas lui dans son âme et conscience propre. Mais par exemple, un autre cas de grande trahison qui m'avait marqué, c'est Sarri. Parce qu'en fait, le problème de la trahison, c'est quand tu ouvres ta gueule. Parce que si tu dis rien, change de club. Et ça, Ronaldo l'a pas fait, et Baggio non plus. Mais si t'es le gars qui a ouvert sa gueule, eux, je les déteste. Sarri, c'est sur les clubs du Nord. C'était sur les clubs du Nord. Sarri, c'est ignoble. Sur les clubs Sarri de Naples, qui arrêtait pas de chier sur les clubs du Nord. Il mettait un discours politique autour de ça. Et le gars va à la Juve. Je te jure que je regardais la Juve. Je ne voulais qu'il perde. Pas à cause de ça. Je dis, mais franchement, il y en a eu dans le foot des trahisons. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça le sport de traite. Mais lui, il l'a payé cher. Lui, il l'a payé très cher. Et lui, ça s'est mal passé. Lui, ça s'est mal passé à la Juve. Comme s'il avait une sorte de justice immanente. T'as payé ta trahison. Bon, là, il se relance bien, là, Lazio. Ouais. Il est bien. En Ligue des Champions. Ouais. Mais après, non, il y en a d'autres. Mais ce passage-là, il l'a pas bien vécu. Deus Fiores l'avait très mal vécu aussi. George Graham d'Arsenal aux Spurs aussi. George Graham qui a gagné plusieurs titres. Il y a Giresse de Bordeaux à Marseille aussi. C'était une énorme trahison. Passer de Bèze à Tapi. Ça, c'est là, je me souviens, parce que je vais avoir 16 ans. Et je me souviens que je disais, je ne peux pas le croire, ça n'arrivera jamais. Et ça a été, je pense, la fin de... Moi qui parle régulièrement avec des vieux supporters bordelais, parce que moi je le PSG et l'OM, il y a... Jérôme Leroy, on a bien détesté Jérôme Leroy. Mais Giresse, c'était différent. Giresse, pour moi, ça a été la première fois, un peu la fin des illusions dans le foot. 16 ans, t'es ado, tu te dis, il y a une saloperie comme ça qui se fait. Incroyable. Le mec, parce qu'en plus on découvrait le foot business, donc t'as un président, est allé voir un autre président, il a dit, ou un joueur, et moi je vais te filer plus d'oseille et tu vas venir chez nous. À l'époque, 86, ce genre de truc, tu savais pas trop, il n'y avait pas les transferts, les sommes hallucinantes et tout. Après, il y a eu Louis aussi qui est passé au Matra. Ouais. Mais je sais pas, ça semblait moins fort. Il n'y avait pas de rivalité. Il n'y avait pas de rivalité entre le PSG et le Matra. Il n'y avait pas de rivalité. Là, Bordeaux, il se tapait sur la gueule sans arrêt. Mais surtout, c'était Best Tapi. C'est incroyable. Et le mec quitte pour aller là-bas. Wow.